Bonjour à tous. Merci de votre participation. Je vois encore que vous êtes nombreux aujourd'hui à vous être inscrits. Donc, je suis Sylvie Davenel du C2RP et donc nous accueillons aujourd'hui donc Philippe Lacroix pour animer. Bonjour. Bonjour Philippe, pour animer ce webinaire sur l'évolution du métier de formateur. Alors, donc, très rapidement, donc, je vous rappelle que le C2RP est un groupement d'intérêt public ayant pour mission donc d'accompagner, d'informer, de collecter, d'observer, ce sont nos quatre missions. Et ce webinaire donc d'aujourd'hui s'inscrit aussi dans cette mission d'accompagnement et d'information à destination des acteurs de la formation, de l'orientation professionnelle et de l'emploi. J'ai vu que certains d'entre vous donc, étaient déjà sur les webinaires précédents. Donc, je rappelle brièvement que voilà, vous avez l'accès aux playlists de ce qui s'est fait l'année dernière, notamment donc, sur le cycle de quoi parle-t-on. Je vous ai mis également le lien avec la page dédiée sur l'innovation et le lien également pour retrouver le programme 2022. Alors, juste quelques éléments avant de laisser la parole à Philippe. Vous avez la possibilité donc de télécharger le support donc sur le panneau à droite. Voilà, vous aurez aussi la possibilité d'avoir le replay juste après. Je vous enverrai également le support par mail. Et puis, si vous avez la possibilité de rester une minute ou deux de plus à la fin, je vous propose un petit sondage très, très rapide sur une innovation au C2RP et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Voilà, moi j'ai terminé. Je vous laisse la parole, Philippe, pour animer ce webinaire. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous pour traiter de ce thème de l'évolution du métier de formateur parce que voilà, moi, je suis tombé dans la formation il y a plus de 30 ans et c'est un métier qui me passionne et ces évolutions récentes sont tout aussi intéressantes même si quelquefois elles sont perturbantes. Voilà, moi j'ai fait deux, trois trucs en formation et dans l'éducation et publié quelques petites bricoles, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui. On est 45 minutes ensemble, mais j'aimerais savoir. Alors, je ne vous vois pas, c'est très frustrant, mais si vous pouviez me dire dans le petit onglet questions quelle est votre humeur aujourd'hui? Alors, j'ai vu que tout le monde nous avait, pas mal de gens nous avaient dit bonjour, mais quelle est votre humeur aujourd'hui? Si vous avez la possibilité de mettre ça dans le petit onglet questions, ça me permettrait de savoir si je dois moduler ou pas mon intonation aujourd'hui pour vous donner la pêche ou si au contraire vous l'avez. Euh, Hop, voilà, je vous indique comment je vais aujourd'hui. Au top, motivé, je vois des sourires, connecté. Oui, très bien. Curieuse, chouette. Bon, eh ben, ça a l'air de plutôt bien se passer, alors tant mieux. Euh, J'ai pas vu ça là. Brinque-Ballé. Oh, bah Hervé. Brinque-Ballé. Vous êtes peut-être dans le train, alors je sais pas. Voilà, je vois des sourires très bien. Moi aussi, motivé. En attente de l'orage. Zut. Super bien. Bon, bah merci beaucoup. Je vous passe rapidement sur ce qui nous attend. Vous avez eu le premier webinaire de la série la semaine dernière. On est là, où j'ai entouré, puis voilà tout ce qui nous attend. Alors, je suis désolé, je vais monopoliser un petit peu quelques séances et j'ai souhaité justement les faire un peu plus courtes. Ça sera 45 minutes, mais à la contrepartie, je vous demanderai de travailler un petit peu entre certaines sessions. Vous allez découvrir ça à la fin. Voilà, donc on va se retrouver plusieurs fois ensemble et moi je suis très contente d'être dans une continuité avec vous sur ces sujets complémentaires. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'évolution du métier de formateur et plus particulièrement sur les deux premiers points. Euh, Se reposer un tout petit peu la question du rôle du formateur. Transmettre, rôle très classique dans lequel on est habitué ou aider à apprendre.
Est-ce qu'il n'y a pas une petite évolution? Je ne vais pas dire une révolution, mais une petite évolution, parce que finalement, on a toujours eu ce rôle-là d'aider à apprendre, mais quelquefois, on a été un peu noyé dans la transmission. Alors, on va essayer de revoir un petit peu ça ensemble. Et puis, digital oblige et nouvelles habitudes oblige. Il y a une répartition qui est un petit peu différente maintenant, ça sera notre deuxième point, entre le formateur, l'apprenant et les activités pédagogiques qui rassemblent l'un et l'autre. Voilà, alors merci Carole de me dire que 45 minutes vous convient bien. C'est chouette. Et puis, je vous prendrai 2 minutes à la fin pour. On ne va pas déborder de plus, hein, mais 2 minutes avant la fin, je vous parlerai de la petite expérience que je vais vous soumettre entre les deux sessions pour essayer d'avoir une continuité entre les deux. Voilà. J'espère que ça vous convient. Vous avez la possibilité de poser toutes vos questions dans le petit onglet questions que je vous ai fait découvrir, mais que vous connaissiez certainement déjà. J'ai la mauvaise habitude d'être un peu bavard et donc de ne pas laisser beaucoup de temps de pause entre mes phrases, mais j'adore être interrompu ou contesté parce que ça permet de réfléchir différemment. Quand tout le monde est d'accord, ben, on est confirmé dans ses croyances et moi j'aime bien qu'elles soient chamboulées, donc n'hésitez pas à dire que vous n'êtes pas d'accord. N'hésitez pas à m'interrompre, poser des questions, c'est fait pour ça. Et puis on est là pour échanger et je ne suis pas juste là pour parler. Alors, le rôle du formateur, transmettre ou aider à apprendre? Bah, pour en discuter, je vous propose d'échanger tout de suite avec WooClap, que vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas, ça vous permettra de découvrir. Soit vous tapez dans le navigateur, ou soit vous faites un copier-coller de ce que je vais vous mettre là, hop, dans les questions. Ou si vous voulez utiliser votre smartphone pour utiliser WooClap, il suffit de le prendre et puis vous le mettez devant l'écran comme ça et vous flashez le QR code, ce qui vous permettra d'utiliser votre téléphone voilà, pour utiliser WooClap. Alors, qu'est-ce que c'est que cette drôle euh, d'interaction un chat? Je vais vous demander donc de vous connecter à WooClap. Je vais regarder si tout le monde y arrive, si on est suffisamment nombreux. Et de me dire ce qu'est pour vous, ce que représente pour vous un chat. Si vous deviez expliquer à quelqu'un ce que c'est pour vous un chat, hein, le plus petit élément qui permet de caractériser un chat, dites-moi donc dans WooClap ce que c'est qu'un chat. Alors, donc vous le redis, soit vous copiez-collez, vous cliquez sur le petit lien que j'ai mis dans les questions, soit vous utilisez votre téléphone pour flasher le QR code et vous connecter, ou soit vous tapez directement dans votre navigateur dans un nouvel onglet booklab.com/cr2p, et puis on est le 15 septembre 2022, donc 15/09/2022. Alors, qu'est-ce que vous me dites qu'est-ce qu'un chat pour vous? Voilà. Alors, pour vous, c'est une compagnie, un félin, serein, un animal à quatre pattes qui ronronne, un échange avec une personne, de l'attention, un petit animal, un petit félin, euh, l'indifférence. Ah, vous avez un chat alors. Euh, de la compagnie, un échange, un animal avec plein de poils sur quatre pattes, un mammifère carnivore, omnivore plutôt, mais carnivore, ça oui, si le jambon et le chat font bon ménage. Une boule de poils, indépendant, douceur. Ouais. Tout ça est très juste, on est bien d'accord, hein. Tout ça est très représentatif de ce que c'est des poils sur mon canapé. Oui, bienvenue au club. Euh, de l'amour. Ah, hmm, miaou. Très bien, très bonne description du chat. Miaou, j'aime beaucoup. Euh, j'adore ça. Mammifère carnivore de la famille des félidés avec la Wikipédia. Mais vous êtes incroyable parce que vous me facilitez très grandement
Donc, il y a eu des descriptions qui sont sur la relation, des descriptions qui étaient plus sur l'aspect physique, des descriptions qui étaient plus sur le ressenti, hein, la beauté, l'interaction, etc. Des choses très factuelles, quatre pattes, des poils, les relations sensorielles, la douceur, le miaou, etc. Merci pour tout ça parce que, en fait, ce que vous venez de me dire, alors, un chat, ça peut être ça, la description d'un chat. Euh, c'est un peu ce qu'on serait amené à faire si on devait faire un cours sur les chats, c'est-à-dire être très factuel, relativement exhaustif et un tout petit peu académique. Voilà, donc ça c'est incontestable. Les experts en chat vous diront que c'est d'ailleurs eux qui l'ont coproduit sur Wikipédia. Mais un chat, ça peut être aussi une représentation extrêmement personnelle. Hormis la petite citation Wikipédia, peu de gens m'ont fait ça comme description. Ça veut dire que pour vous, quand je vous demande ce que c'est qu'un chat, vous avez utilisé des choses qui vous parlent et qui viennent de votre vécu, de votre représentation personnelle d'un chat. Alors ça peut être, on dit un chat et on l'exprime à l'oral, vous avez même fait miaou, très bien. Vous pouvez avoir un résumé personnel, une définition d'un chat. Un chat, c'est, vous m'avez dit, un animal à quatre pattes, un boule de poils, etc., un omnivore. Donc, une formulation, une définition du chat qui vous est personnelle. Ça peut être aussi, alors là, on n'est que par l'écrit, mais même si, enfin, vous auriez pu envoyer une photo de votre chat, hein, c'est faisable avec Clap de prendre des photos et de les envoyer, mais on peut aussi tout à fait, et vous aviez commencé à le décrire, une boule de poils, etc. Ou faire un petit dessin, un petit croquis, comme ce qu'on fait habituellement. Où, voilà, un chat, ça se représente assez facilement. Tout ça pour dire que une information, un élément, on a tous une représentation juste, mais très personnelle de ce que c'est. Et en formation, ce qu'on essaye de faire, la finalité, c'est que ce que je sais moi, sur un sujet avec ma représentation personnelle, moi formateur, hein, moi expert, moi sachant, je vais essayer de faire en sorte que ce que j'ai à l'intérieur de moi sur ce sujet-là, ça devienne quelque chose qui soit à l'intérieur de vous. Mais si j'essaye de vous imposer ma représentation, par exemple celle-là, si je suis un spécialiste des chats, ça a peu de chances de devenir votre représentation. Et il va y avoir donc de votre côté un travail relativement important pour faire en sorte que vous compreniez, que vous traduisiez ce que je vous dis avec ma représentation vers quelque chose qui vous parle et qui devient votre représentation. Euh, voilà, donc ça c'est vraiment pour introduire euh, ce que pour moi, si on me dit qu'est-ce que c'est que former, je dis c'est changer les gens, c'est faire en sorte que avant ils ne savaient pas quelque chose, maintenant ils le sachent. Avant ils ne savaient pas faire quelque chose, maintenant ils savent le faire. Maintenant ils faisaient comme ça, maintenant ils font différemment, mieux ou plus vite, ou voilà, ou plus adapté. En tout cas, on est différent quand on est formé. Et ça passe par on s'est approprié des choses nouvelles. Et s'approprier, le terme est bien là, c'est le métier de formateur, c'est transmettre quelque chose qui m'est personnel à moi, formateur, pour que ça devienne quelque chose de personnel, mais pas une copie exacte de ce qu'est ma représentation. Et c'est là qu'est la difficulté, parce que très souvent, on a tendance à penser qu'on a la juste représentation, et parce qu'elle nous correspond parfaitement, et qu'on la projette sur les gens qu'on forme, et alors que je vais vous demander de me dire ça sur WooClap avec une deuxième interaction. Euh, Qu'est-ce que ça évoque pour vous transmettre? Qu'est-ce que ça évoque apprendre? Vous avez bien compris, transmettre, c'est ce que doit faire le formateur. Apprendre, c'est ce que doit faire la personne qu'on forme. Qu'est-ce que ça évoque pour vous comme action, comme qualité, comme activité transmettre? Et pareil,
Qu'est-ce que ça évoque pour vous, apprendre comme compétence, comme qualité, comme activité pour la personne conforme? Alors, vous me dites, Alors, transmettre, on donner ce qu'on a. alors, il y a Philippe, si je peux me Oui. permettre, pendant que les autres utilisent WooClap, il y a Françoise donc, qui intervient en disant ben, je pensais que former, c'était permettre à une personne de développer de nouvelles compétences. Alors, c'est ça, la finalité. Mais ça passe par une étape intermédiaire. Une compétence, c'est un savoir-faire. C'est-à-dire dans une situation particulière, en autonomie, je sais faire quelque chose en mobilisant mes compétences. Ça, c'est bien la finalité. Et ça passe par une étape initiale qui est de doter les gens conformes de savoir nouveaux, savoir, si on veut qu'ils soient durables et ancrés, euh, qui, qui, qui est leur propre représentation de ce que j'ai transmis. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais bien évidemment, former, c'est en toute finalité doter les gens de compétences nouvelles. Alors vous me dites dans WooClap que euh, donner ce qu'on a, guider l'apprenant dans le développement de compétences, permettre à l'autre d'acquérir, ça c'est transmettre, hein, donner. On a bien cette notion de transformer en prenant en compte des compétences à développer, médiateur, partager une compétence. Difficile à partager une compétence, on peut la montrer, on peut l'exercer, mais partager la compétence, c'est, alors, je ne vais pas détailler, mais c'est faire qu'on acquiert une compétence, mais malheureusement, ça ne se donne pas. Il y a plus de travail que ça. Les savoirs, oui, ça se partage, ça se donne. Heureusement, puis en plus, quand on les donne, on ne les perd pas. Donc là, c'est l'intérêt. Faire passer un message, partager des connaissances, accompagner vers un but. Oui, j'adore cette notion d'accompagner. Adapter son discours, euh, partager, faciliter, guider, relayer, faire prendre conscience. Ouais, très bien. Donner envie, accepter la différence. Merci Claire. Je pense que c'est Claire votre prénom. Donner accès à des informations, c'est ça. Être clair et compréhensible pour Valérie, ouais. Euh, on est forcément clair pour soi, enfin, même parfois il m'arrive de dire zut, là je suis pas très clair, on s'en rend compte, mais en général on a l'impression d'être clair. Être pédagogue, rendre autonome, ça c'est pour transmettre. Et apprendre, se nourrir, ouais, j'aime bien ce terme. Apprendre pour soi ou apprendre, réfléchir, découvrir de nouvelles choses, mobiliser ses sens, tout à fait. Tout à fait. Donc le rôle du formateur, c'est essayer de faire utiliser les sens, réfléchir, méditer, être en appétit, se souvenir est utilisé. Alors on y reviendra plus tard. Si vous avez regardé d'ailleurs, on vous avait invité à regarder un petit webinaire sur les neurosciences. Vous verrez que la mémorisation, ça se travaille en amont dans la conception pédagogique. Et puis, vous découvrirez comment ça fonctionne un tout petit peu la mémoire, même si c'est un peu compliqué, mais je vais vous donner quelques bases. Recevoir, découvrir, changer ses représentations. Oui, Hervé, c'est tout à fait ça. Euh, assimiler, oui. Euh, assimiler, c'est un très bon terme. Euh, c'est faire soi, faire sien, que ça devienne un élément propre. Euh, recevoir des informations, enrichissement, changer, ouais, on est d'accord. Recevoir, effort, ah, merci, Carole. Ah, ça se fait pas sans effort. Super, merci. Alors, je vois que vous m'avez donné. Ah oui, ok, deux petits messages, mais ça se fait ici. Très bien, merci. Ça me conforte bien dans ce que j'avais à vous évoquer. C'est très réducteur ce que je vais essayer de détailler entre transmettre et, et apprendre et aider à évoluer les deux pendants du métier de formateur. Alors transmettre,
Vous parliez d'une vidéo sur les solutions. Oui, je pense qu'on pourra vous remettre peut-être le lien dans une invitation prochaine ou dans les questions sur la vidéo sur les neurosciences. C'est pas une obligation, mais c'est un bon complément de ce qu'on va voir dans les webinaires actuels et qui viennent. Alors, transmettre en 3 étapes. C'est très réducteur, hein. Je les mets en opposition exprès et je caricature un peu. Transmettre, c'est exposer, donc parler, montrer, projeter, peu importe. Expliquer, hein, donc donner un peu de chair, donner un petit peu de, de représentation à ça et essayer de donner de la clarté. Et puis, valider que les gens ont bien compris. Voilà, j'ai transmis. Un chat, c'est un animal à 4 pattes qui fait entre 4 et 6 kilos, qui a des poils, des yeux et qui ronronne. On est d'accord? Est-ce que tout le monde a compris ce qu'était un chat? Très bien. 3e étape, faite, validée. Ça, j'ai transmis ma représentation extrêmement sommaire, mais juste, d'un chat. Job fait. J'ai transmis. Et je me suis assuré que les gens ont compris. Voilà, très bien. On est tous d'accord, ça c'est une partie du boulot du formateur, relativement inévitable, mais ce n'est pas tout. Apprendre, encore une fois c'est très réducteur et un peu caricatural, mais j'ai essayé de mettre en opposition, ça demande un petit peu plus de prolongation que s'arrêter à transmettre. C'est et vous l'avez dit, obtenir l'attention ou mobiliser son attention, amener à la compréhension des messages, aider à se faire une représentation personnelle des messages qui ont été transmis. Une fois qu'on a cette représentation personnelle, l'ancrer durablement, mémoriser, ancrer, la mémoire, je le rappelle, c'est un tout petit rappel. Tout ce qu'on voit, qu'on entend, qu'on écoute, en général, ça finit dans la mémoire. On a une mémoire quasi infinie. Tout ce qu'on voit, qu'on entend, qu'on regarde, qu'on fait, ça laisse une trace quelque part dans notre mémoire. La grande difficulté, c'est de retrouver où est-ce qu'on l'a caché. Donc, le premier travail de mémorisation, c'est de encoder dans notre cerveau une nouvelle information, d'où l'importance d'avoir une représentation personnelle, parce que comme ça nous parle, et on encode quelque chose qui nous est propre, donc on a beaucoup plus de chances de s'en souvenir que de quelque chose qui est exogène. Donc, mémoriser, et je vois que j'ai mis 2 fois 4, donc c'est 4, 5 et 6. Il y avait 6 étapes et pas 5. Je me corrigerai si je peux. Ce qu'on doit essayer de mettre en œuvre immédiatement après, c'est de s'en servir. C'est-à-dire faire en sorte que ce qui est une connaissance devienne progressivement un savoir-faire. Et puis l'assimiler, c'est que ce savoir-faire devient pratiquement réflexe. C'est-à-dire on n'est plus obligé de mobiliser ses connaissances, sa mémoire, des éléments procéduraux, une méthode, une recette, etc. C'est assimilé, ça devient quelque chose que je sais faire sans trop y réfléchir. Voilà, apprendre, c'est ça. Et je reviens à l'objectif, c'est qui a été dit, transmettre des compétences, permettre d'acquérir des compétences. Avoir une compétence, quand on est à la 6e étape, ben je l'ai, puis quand j'en ai besoin, je la mobilise et je l'utilise, et j'ai le résultat attendu, relativement satisfaisant, en autonomie. Voilà. Donc apprendre, c'est un peu plus compliqué, c'est un petit peu plus long. Mais c'est aussi, et je pense que vous êtes d'accord, du rôle du formateur de faire cette première étape, transmettre, et d'aider les apprenants à avoir cette démarche. Là, le formateur ne peut que aider. Cette démarche, elle est obligatoirement personnelle et elle va mobiliser du temps, des efforts de la part des apprenants. Alors justement, parlons d'efforts. C'est absolument pas scientifique ce que j'aimais là, hein. C'est juste une représentation. Qu'est-ce qu'on mobilise comme activité ou comme élément quand on transmet? Transmettre, il faut un petit peu de temps, il faut des efforts, il faut de la mémorisation, il y a des interactions, de la réflexion, de l'attention. Qu'est-ce que doit faire le formateur? Qu'est-ce que doit faire l'apprenant en termes d'intensité? Bon, le temps, c'est le même pour tout le monde. Formateur et apprenant, quand on est en salle, par exemple,
on est ensemble en même temps. Donc le temps, c'est le même pour tout le monde. L'effort est à peu près le même pour tous parce que le formateur, il se repose pas et le stagiaire, en général, on lui demande pas de se tourner les pouces ou de rien faire. Par contre, le travail de mémorisation, bah, pour le formateur, quasi nul parce que lui, il sait déjà tout, mais c'est beaucoup pour le stagiaire. Les interactions, bah, le stagiaire, on lui demande de faire, mais c'est beaucoup d'énergie de la part du formateur en général pour mettre en œuvre ces interactions. La réflexion et l'attention, bah, ça aussi, c'est des choses qui doivent être très mobilisées chez le stagiaire et moins chez le formateur, parce que lui, il n'a plus besoin de réfléchir, il le sait, il n'a plus besoin d'être attentif, parce que lui, il a déjà assimilé, donc il n'a pas besoin de réfléchir à quelque chose qu'il sait déjà faire de façon quasi automatique. Maintenant, aider à apprendre, si on regarde ce qui est mobilisé et dans quelle intensité, euh, le temps quasiment pareil, l'effort par contre plus important de la part de l'apprenant, mais c'est pas pour autant que le formateur ne doit pas donner l'énergie, ne doit pas donner les impulsions pour que les apprenants fassent les efforts. La mémorisation reste toujours quelque chose de fort chez l'apprenant. Les interactions, par contre, il en faut beaucoup plus parce qu'il faut observer l'apprenant en train de mettre en œuvre et corriger ses anomalies, le débloquer dans les situations où il a un peu de difficulté, beaucoup plus de réflexion, et puis finalement beaucoup plus d'attention de la part du formateur parce qu'il est en observation de l'évolution des apprenants dans leurs acquisitions, dans leur processus d'apprentissage sur les 6 étapes que j'ai précédentes. Et donc là, ça mobilise beaucoup plus de temps. Globalement, entre transmettre, qui peut se faire relativement vite, avec relativement peu d'efforts pour le formateur et un petit peu plus de mémorisation et d'attention pour l'apprenant, à le processus d'aider à apprendre, là, mobilise plus de temps, plus d'efforts pour tout le monde, et globalement, plus d'attention et d'interaction et de réflexion du formateur. Je dis on est raccord, Chantal. Bon, Oui. voilà, super. Mais j'allais relayer, mais finalement, voilà, Chantal trouve que Ok. sur la finalité, vous êtes raccord. Ok. Je vous apprends rien. Sauf que là, c'est pour préparer ce qui va nous attendre par la suite, parce que on est bien d'accord que tout ce que je dis là, on en a une petite idée de notre expérience en présentiel. Sauf que quand le formateur, il va plus être en face à face, direct, permanent avec l'apprenant, et qu'on va demander à l'apprenant d'être encore un peu plus autonome dans son apprentissage, qu'il ne doit l'être quand on est en salle tous ensemble, eh bien, ça veut dire que la position du formateur, sa relation à l'apprenant et aux activités, elle sera un peu différente. Si je voulais faire des formules pour faciliter voilà, des équations, transmettre, c'est proportionnel au volume de ce qu'on doit transmettre. Plus on a d'informations à transmettre, plus ça va être long, plus ça va prendre de temps, plus ça va prendre de l'espace, peu importe. Voilà. Apprendre, c'est un peu plus complexe. C'est des efforts multipliés par du temps. Et effort de tout le monde, hein, effort de l'équipe de formation, effort du temps des formateurs, des apprenants, pardon. Je ne sais pas si on est d'accord avec ça, avec les mathématiques de la formation. Et bien évidemment, le rôle du formateur, c'est les deux, hein, on est d'accord. C'est pas mettre en opposition, c'est transmettre et aider à apprendre. Malheureusement, très souvent, les contraintes logistiques, d'organisation, de temps par rapport à la taille du programme, je reviens avec ça, transmettre, c'est fonction du volume de ce qu'on va transmettre. Très souvent, le travail du formateur, à minima, c'est de respecter le programme, de dire tout ce qu'il y a à dire, de transmettre tout ce qu'il y a à transmettre. Mais comme apprendre, aider à apprendre, c'est de l'effort multiplié par le temps, une fois qu'on a consommé une grande partie du temps à transmettre, il ne reste plus beaucoup de temps pour aider à apprendre. Et pourtant, c'est le boulot des deux. Et je suis bien conscience que très souvent, le formateur est très frustré de ne pas avoir assez de temps pour aider à apprendre une fois qu'il a fini de transmettre tout ce qu'on lui a demandé de transmettre. Alors, deuxième partie,
La nouvelle répartition des rôles entre le formateur, les activités et l'apprenant. J'ai pris du temps pour cette première parce que pour moi, c'était vraiment la mise en perspective de ce qui nous attend. Euh, c'est un schéma qui vaut ce qu'il vaut. C'était juste pour pouvoir illustrer le propos. Euh, en présentiel synchrone, j'utilise ces termes. Maintenant, on a découvert distanciel, asynchrone, machin, etc. Mais donc, j'utilise des termes, mais grosso modo, ce qu'on a l'habitude de faire depuis des années en salle avec les apprenants. J'ai vu la question, je vais y répondre dans une petite minute, Françoise. Euh, on a un programme qu'il faut suivre. Et le formateur est celui qui donne le rythme de suivi du programme. Et puis, il enchaîne les activités. Donc, les activités sont dépendantes du programme. Et le formateur, lui, il met en œuvre les activités avec des interactions entre les apprenants et les formateurs, dans les deux sens. Mais bon, voilà, en général, la répartition du travail entre formateur, activité, apprenant, un programme qu'on doit suivre, le formateur qui doit enchaîner les activités. Alors heureusement, il peut les moduler plus longtemps, moins longtemps, changer l'ordre, etc. Mais grosso modo, il a un programme à respecter. Et puis le formateur qui doit faire son travail pour mettre en œuvre les activités en interagissant avec les apprenants. Ça, c'est en présentiel synchrone. Et Françoise, vous nous disiez, les outils empruntés aux neurosciences permettent aux apprenants d'optimiser l'apprentissage? Non et oui. Le travail des neurosciences, c'est pas de donner des compétences supplémentaires aux apprenants, c'est de les connaître, leurs compétences, de mettre en œuvre leur capacité d'autodidaxie. Chacun a des capacités d'autodidaxie, des capacités à apprendre par lui-même. Alors, d'autant plus s'il est aidé par un formateur qui lui donne de l'attention, de la motivation, de la correction, de l'encouragement, des compléments, etc. Ce qu'apportent les outils des neurosciences, pas tout à fait des outils, c'est de la connaissance sur les mécanismes naturels d'apprentissage. Et si on peut aligner ces activités pédagogiques sur les mécanismes d'apprentissage, ben, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? Le même résultat qu'on voulait atteindre dans les objectifs de formation, acquisition de compétences, de nouvelles connaissances, etc. Mais comme on a des outils, des activités pédagogiques qui sont plus alignés sur les mécanismes naturels, eh ben on arrive à cet objectif avec moins d'efforts, ou plus vite, ou plus durablement, ou avec plus de plaisir. Mais ça rend pas meilleurs les apprenants, et les neurosciences, c'est pas un objectif de performance. C'est juste optimiser les activités pédagogiques pour qu'elles soient plus efficaces, plus simples, pour le même résultat. Si je peux donner ma perception de ce qu'apportent les neurosciences. Alors, on voit bien que en distanciel asynchrone, et encore une fois, j'utilise ces termes-là parce qu'ils sont apparus récemment, puis ça fait partie de notre paysage de formation maintenant, tel qu'aujourd'hui. Malheureusement, on ne peut pas interagir directement. Alors, quelques petits outils pour pallier la frustration de ne pas se voir et pas Par exemple, vous savez pas que vous voyez une tête et des épaules. J'essaye de mettre un peu mes mains de temps en temps devant l'écran parce que c'est vrai que le langage corporel, il a une importance. Mais vous ne savez pas si je suis grand ou petit. Bon, la réponse est je suis petit, par exemple. Mais vous avez du mal à vous représenter qui je suis. Donc forcément, puis je suis une toute petite miniature. Alors, de temps en temps, je peux faire ça si je veux. Je ne l'ai pas fait assez souvent d'ailleurs. Mais vous voyez, je peux prendre un peu plus de place, être plus proche de vous. Mais on est un peu frustré. Malheureusement, ça fait partie de notre, je vais pas dire quotidien, mais notre paysage maintenant de l'environnement formation. Et il va falloir savoir faire avec ça. Et donc, si je reviens sur une représentation formateur, activité, apprenant dans notre univers distanciel synchrone, quand c'est celui-là qu'on met en œuvre pour former, euh, la durée du dispositif de formation hybride ou 100% distanciel, il est variable. C'est plus les 45 minutes qu'on a ensemble aujourd'hui ou la journée ou les 2 journées de formation, mais c'est le temps qu'il faut pour chacun pour se former, et c'est très variable. Et puis, bah, c'est l'apprenant qui, contrairement au formateur, qui, je ne vais pas dire qui pilote, mais presque. C'est lui à qui on donne la responsabilité de faire d'avancer dans ce dispositif, d'avancer dans le processus d'apprentissage, en mettant en œuvre les activités qu'on met à sa disposition ou qu'on lui impose. Euh, et puis, il peut interagir avec les autres apprenants. Je n'ai pas voulu complexifier le schéma, mais comme dans une formation en salle, il a la possibilité d'interagir fortement avec le formateur et de temps en temps un petit peu avec les autres apprenants.
Mais on est dans une relation où, il n'y a plus un programme déterminé, même si, par exemple, dans un parcours de formation à distance, 100% à distance, on a module 1, module 2, module 3, mais maintenant, heureusement, on commence à voir qu'il y a des outils d'adaptative learning qui permettent de dire, bon, bah, le module 2, pour toi, c'est facultatif, alors que pour toi, c'est obligatoire. Le 3, tu peux le sauter, ou éventuellement, tu peux faire le 4 avant le 3, c'est pas très grave, etc. Mais donc, le programme est beaucoup plus souple, la durée, elle est variable, et les interactions, elles sont de temps en temps synchrones, mais pas toujours. Alors, ça change beaucoup de choses. Et pour autant, le rôle du formateur, ou de l'accompagnant, ou du tuteur, ou peu importe comment on l'appelle, ça va être toujours de transmettre et toujours d'aider à apprendre. Et ça, c'est pour préparer les autres webinaires qu'on aura, parce qu'effectivement, la relation, elle va être les compétences du formateur à mobiliser, la finalité sera toujours la même, mais la forme que ça va prendre va être un peu différente. Euh, je suis d'accord, Catherine, j'ai pas mis la notion de groupe, je voulais pas complexifier le schéma, mais bien évidemment, le groupe, l'apprenant n'a pas qu'une interaction avec le formateur et la notion de groupe est importante. Et vous verrez que, heureusement que le groupe existe en distanciel, asynchrone, parce que ça permet de donner de l'énergie et des interactions, même si le formateur n'est pas connecté en permanence avec tout le monde. J'aimerais maintenant vous poser la question sur WooClap, que vous me disiez, qu'est-ce que le distanciel, l'habitude du distanciel a changé pour vous quand vous êtes à nouveau en présentiel? Est-ce que ça vous a obligé à faire des choses où vous dites, bah, tiens, si je pouvais reproduire, on, on est passé du présentiel au distanciel, donc on a essayé de transposer ce qu'on se faisait en présentiel avec d'autres outils dans un autre environnement, dans d'autres espaces de formation. Et finalement, on peut maintenant avoir découvert des choses, mis en œuvre des choses en distanciel, qu'on pourrait dire, bah, tiens, maintenant, en présentiel, je vais faire autrement. Je ne sais pas si ça vous a fait ça. Alors, vous me dites, les outils du numérique, la collaboration, du collaboratif, des supports, de nouveaux outils, plus de créativité, l'animation, de l'attention, la gestion du temps, du collaboratif, ouais, plus de créativité, de la motivation. Certes, il en faut toujours, mais là, c'est un point à travailler de façon plus sensible. La notion de fatigue, tout à fait. Euh, la gestion du temps, vous l'avez déjà dit. L'interactivité, du ludique, tout à fait. On a moins les interactions mammifères et donc on a besoin d'avoir quelque chose qui nous redonne de la connivence et de la relation avec les véhicules qu'on utilise pour se former. En présentiel, le véhicule, c'est la salle et le groupe. En distanciel, le véhicule, c'est notre écran et les interactions qu'on fait avec. Le ludique donne un petit peu, suscite un peu d'émotion, un petit peu d'affinité avec ce nouveau véhicule. Classe inversée, des changements, de la gamification, moins de motivation, euh, voilà, relooker, de l'autonomie, euh, des nouvelles tâches, ouais, ouais, ouais. Des sous-groupes, tout à fait. Icebreaker, ouais, très bien. Je vous laisse une petite minute pour me dire. OK. Merci pour ça. Pas la peine de rentrer dans le détail, mais vous venez de le dire, que les activités digitales à distance peuvent, dans l'autre sens, être transposées en présentiel pour changer un peu les habitudes, pour varier, pour ben, utiliser des outils, des méthodes, des pratiques qu'on a pu expérimenter et puis qui trouvent leur place en salle,
Par exemple, les WooClap qu'on a fait là à distance, on peut tout à fait le faire en salle, c'est assez sympa. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'inspirer. En fait, la nouvelle normalité, si je pouvais avoir une toute petite conclusion, du nouveau rôle, de la nouvelle posture du formateur, c'est harmoniser les pratiques entre présentiel et distanciel. Prendre le meilleur des deux mondes, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Et c'est vrai que être amené à dématérialiser, à mettre en boîte encore plus, à programmer des interactions à travers des modules de formation, à travers des sessions de classe virtuelles un peu plus réductrices comme interaction, ça nous a amené à développer des mécanismes, la créativité, vous l'avez mis, des compétences d'animation et de transmission différentes. Et en fait, maintenant, ce qui reste à faire, c'est de faire en sorte d'avoir moins de rupture, d'avoir plus de continuité, d'être un peu moins, être presque sans couture dans une expérience de formation mixte. Euh, Frédéric nous dit qu'il économise des post-it avec Ouclap. Tout à fait. Alors, on arrive à la fin et je dois laisser 2 minutes à Sylvie. Ce que je vous propose comme expérience d'ici la prochaine session, si vous êtes d'accord, c'est de réfléchir à une activité pédagogique fort de ce qu'on a vu et échangé ensemble aujourd'hui et de me proposer un petit scénario d'une micro activité pédagogique. Comment réussir une chantilly? Alors, je précise bien, c'est pas expliquer la recette de la chantilly, c'est pas montrer comment faire de la chantilly. L'objectif de l'activité pédagogique, c'est comment réussir une chantilly. Je bâtis cette activité pour que quelqu'un qui la suit, quand il rentre chez soi le soir, quelle que soit l'expérience qu'il a eue, l'activité qu'il a eue, ça c'est ce que je vais demander d'inventer, quand il rentre chez lui le soir, il réussit une chantilly. Toutes les formes sont possibles. Vous pouvez m'envoyer un fichier Word, des slides, une micro-vidéo, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est que vous réfléchissiez à une activité pédagogique qui fasse faire quelque chose à l'apprenant, ce que j'appelle une expérience, et d'identifier le rôle qu'a le formateur dans cette activité. Je vous mets le lien pour me transmettre ça. C'est une boîte de dépôt, vous pouvez envoyer tous les fichiers que vous voulez dans cette petite boîte-là. Je vous le mets en lien dans les questions. Tac, voilà. C'est un petit lien Dropbox, donc normalement ça devrait passer avec tous les ordis, ça utilise que le navigateur, vous glissez-déposez vos fichiers dans cette boîte-là et vous me proposez des choses. Moi, ce que je souhaite, c'est que vous y réfléchissiez. Si vous arrivez à formaliser quelque chose et que vous me le déposez dans la boîte sous forme un fichier, une vidéo, des slides, un bout de texte pour expliquer, peu importe, même 3 lignes, ça me va. Ce que je veux, c'est qu'entre maintenant, là où j'ai essayé d'agiter des petites représentations nouvelles du rôle du formateur et ce qu'on va faire la prochaine fois, vous réfléchissiez sur cet exemple très simple de réussir la chantilly. Voilà. Donc, on va se retrouver jeudi prochain pour la place du formateur dans les activités digitales. Et en fait, pour vous expliquer la place du formateur dans les activités digitales, j'aime bien prendre cette analogie. Un formateur, ça sait transmettre, ça sert aider à apprendre. Tout ce qu'on a vu là, je pense qu'un formateur sait le faire. Un formateur en présentiel, c'est un expert de la pédagogie en présentiel. Alors, je vais prendre cette analogie avec un champion de tennis. Champion de tennis, il a du savoir-faire sur un court, dans un environnement, il connaît les règles, il a une raquette, il a une balle, etc. Très bien, il est excellent dans ce domaine-là. C'est un droitier. Et puis, il y a un accident et il va falloir qu'il se serve de sa main gauche. Rien n'a changé. Ça reste un cours de tennis, une balle, une raquette. Les règles sont les mêmes. Sauf que il va avoir un peu de travail pour retrouver le même niveau qu'il avait en tant que droitier s'il doit utiliser la raquette de la main gauche. Un formateur qui plonge dans le monde digital numérique asynchrone, c'est un joueur de tennis qui doit changer de main. Et c'est pour ça que je vous fais réfléchir sur cette petite activité. Comment vous la concevriez dans cet univers qui intègre maintenant le numérique? Voilà. J'en ai terminé pour cette partie. Merci Philippe.
Donc voilà, vous avez sur le support hein, qui vous sera transmis où vous pouvez télécharger, vous avez le lien avec le Dropbox. Tous les liens sont dynamiques, donc n'hésitez pas à revenir sur le support pour retrouver le lien si possible. Mais si vous avez d'autres questions, vous connaissez hein, l'adresse professionnalisation@c2rp.fr. Je vous ai remis donc l'ensemble des sessions à venir et puis donc tout à l'heure vous étiez plusieurs à demander le webinaire sur la neuropédagogie. Vous avez le lien donc sur ce support. Là encore un lien dynamique. Voilà, donc je vous avais tout à l'heure parlé d'une petite demande particulière. Je voudrais donc vous faire part de quelque chose qu'on souhaite mettre en place au niveau du C2RP. Donc nous envisageons de mettre en place des open badges, notamment pour les participants au webinaire. Donc, j'aurais aimé connaître votre avis pour ce sondage. Donc, est-ce que vous trouvez, alors je ne sais pas si vous y avez accès, donc normalement sur la partie en bas, vous avez le sondage. Voilà, je vous demande donc pour les open badges, vous trouvez ça inutile, ce serait pour vous un moyen d'attester de votre veille, l'occasion d'utiliser les open badges, ou bien peut-être difficile de répondre car vous ne savez pas encore de quoi il s'agit, c'est possible. Et dans ce cas-là, on reviendra vers vous pour vous expliquer. Donc voilà, j'espère que vous avez bien accès au sondage. Voilà, et que vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Donc, ça nous permet aussi d'avoir une visibilité, d'avoir votre retour par rapport à cet outil qu'on soit. Donc, vous ne voyez pas le sondage. Ok, je vais demander peut-être à la personne donc, de la professionnalisation voilà, je vais soumettre le vote, peut-être, c'est ça. Ah non, c'est vrai, choisir une option. Donc, écoutez, si ça ne fonctionne pas, on vous repositionne ce sondage-là la semaine prochaine, jeudi prochain. Voilà, donc est-ce que c'est tout le monde? Voilà, il faut cliquer sur sondage en bas à droite. Merci Nicolas. Voilà, super. Eh ben, merci beaucoup donc, pour votre participation. Merci Philippe, merci à tous pour l'interaction que vous amenez. Ça permet, on passe 3/4 d'heure ensemble et c'est très très rapide. Donc, merci encore et puis bonne fin de journée à vous, enfin bon après-midi à vous et à la semaine prochaine. Au revoir. Merci, au revoir.